Enrôlement biométrique au Burkina, la coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques en ordre de bataille pour une inscription massive des populations. Une cinquantaine de jeunes sont formés pour aller à la rencontre des populations. Le lancement de la campagne « Je suis burkinabé, alors je m'inscris » à suivre dès l'entame de ce journal. Égalité et équité hommes-femmes au Burkina, quelle avancée. L'Institut national de la statistique et de la démographie adresse les progrès réalisés dans le domaine. Des avancées consignées dans un livret en cours de validation à Ouagadougou. Et puis l'Allemagne confrontée à une recrudescence des cas de Covid-19. Un nouveau et important foyer a été découvert dans l'ouest du pays où 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs. Il s'agit du rebond le plus important depuis la levée du confinement. Les 6500 employés du site ont été placés en quarantaine. Voilà pour la une de ce 13h. Bonjour et merci de nous suivre. Cap tout de suite sur Bobo Dioulasso, où la coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques lance une vaste campagne de sensibilisation des populations pour leur inscription sur la liste électorale. Le combat sera mené par des jeunes volontaires formés pour le besoin. De Bobo Dioulasso, le reportage de Lamine Karantao et Widjaro Kiasano. Au nombre de 50, ces jeunes volontaires ont pour mission d'inciter les populations à s'inscrire sur le fichier électoral. 3 semaines durant, ils vont sillonner les rues de la ville de Sia pour expliquer le bien fondé de l'enrôlement avec comme slogan « Je suis burkinabé, alors je m'inscris ». Les résultats auxquels nous comptons effectivement parvenir, c'est que tout burkinabé effectivement qui a des documents de votation puisse s'enrôler. Parce que c'est vraiment très important que les animateurs, c'est pour qu'ils puissent se lancer sur le terrain, sensibiliser la population, renseigner des fiches afin qu'on puisse savoir quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais effectivement aussi, les informer sur la cartographie même des lieux, des sites d'enrôlement. De porte en porte, ces volontaires vont donc s'inviter dans le quotidien des Bobolais en mettant l'accent sur les lieux de regroupement tels que les marchés, les carrefours, les grains de thé. Pour l'initiative citoyenne que la coalition des associations a bien voulu entreprendre pour accompagner notre jeune démocratie, les encourager et les féliciter à continuer à aller dans ce sens. Et respecter les consignes qu'ils se sont données pour mener la campagne et éviter de confondre cette campagne à une campagne politicienne, à une campagne électorale. Pour cela, les animateurs doivent se départir de tout signe lié à un parti politique. Dans leur approche, ils sont également invités au respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. De Bobo Dioulasso, nous nous rendons dans la cité du paysan noir, ville hôte des festivités du 11 décembre 2020. Une commémoration à la faveur de laquelle 54 km de voies seront réalisées dans les 3 principales communes de la région des Cascades. Un atelier technique sur le démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de voirie a eu lieu samedi dernier à Banfoura, à Sangourabou et Widjaro Kiasano. Les acteurs impliqués dans les travaux d'aménagement et de bitumage de voirie dans la région des Cascades accordent leur violon. Il est en vue plus de 40 km de voies à Banfoura, capitale de la région, et 5 km pour chacune des villes de Sendou et de Niangologo. À cela s'ajoutent des travaux connexes. Les travaux connexes concernent essentiellement pour la ville de Banfoura. On aura l'aire de turbine qui sera aménagée. On aura aussi 7 forages à aménager. On aura aussi environ 14 km cumulés de voirie à éclairer. Donc ça c'est un plus. En général on ne le faisait pas. Mais pour ce projet, le gouvernement a décidé d'intégrer aussi l'éclairage public. Pour le mois de mai, juin, juillet, nous allons faire les travaux de terrassement, d'approvisionnement, de mise en fondation. Et les mois d'août, qui sont généralement des mois assez pluvieux, nous allons faire tout ce qu'on appelle les travaux de béton. Des travaux qui doivent être terminés d'ici au 30 novembre prochain. Pour le respect de ce délai, les entreprises sont invitées à mettre les bouchées doubles et la population à accompagner le projet. Nous sommes les principaux
bénéficiaires donc de ces ouvrages qui seront réalisés dans le cadre du 11 décembre. C'est sûr qu'il y aura des difficultés, parce que tout aménagement, il y a des difficultés qui naissent, parce qu'il faut peut-être déconstruire, il faut détruire pour construire. Donc il y aura peut-être des petits ennuis, mais il faudra peut-être supporter, il faudra donc surmonter ça au regard donc des enjeux liés à ces réalisations. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant estimatif de ces travaux. Des travaux qui entrent dans le cadre de la réalisation d'infrastructures en vue de la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora. Retour à Ouagadougou, le conseil régional du centre joue sa partition dans l'amélioration de l'offre éducative au profit de 2 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Il vient de faire don de 6 salles de classe, des infrastructures éducatives qui ont coûté au conseil et à ses partenaires plus de 48 millions de francs CFA. La remise des infrastructures a eu lieu ce week-end. Le reportage de Rasmane Zoundi et Amadou Marcel Tou. De nouvelles infrastructures scolaires pour les arrondissements 2 et 8 de la ville de Ouagadougou. Offerts par le conseil régional du centre, ces nouveaux bâtiments viennent accroître l'offre éducative dans la région. Nous travaillons à accroître l'offre éducative et en même temps permettre aux apprenants d'être dans des conditions très indiquées, très favorables pour leur permettre d'avoir de bons résultats. Parce qu'il serait effectivement intéressant d'accompagner ces structures-là avec toutes les commodités nécessaires. Nous mobilisons les ressources afin d'accompagner les collectivités territoriales pour qu'elles puissent réaliser leurs investissements. Donc c'est l'une des missions, même la raison pour laquelle nous existons. Ces infrastructures ont été réalisées grâce au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et au Conseil régional du centre. Et chacune est composée d'un bloc de 3 salles de classe, un bureau, un magasin et 100 tables-bancs. C'est avec beaucoup de soulagement que la population tout entière, le conseil municipal et moi-même nous accueillons cette réalisation. Je saisis l'occasion de cette cérémonie et votre micro pour traduire toute notre reconnaissance au conseil régional, au fonds permanent qui est la structure qui a financièrement accompagné pour tout ce qu'ils ont fait pour notre arrondissement. La réalisation de ces infrastructures scolaires s'élève à plus de 48 millions de francs CFA. Les donateurs ont aussi pris l'engagement de doter très prochainement cette école de l'arrondissement 8 de Latrine. L'Institut national de la statistique et de la démographie adresse les progrès réalisés au Burkina en matière de promotion du genre. Un livret dénommé « Femmes et hommes au Burkina » contenant les informations sur les avancées en matière d'égalité et d'équité est en cours de validation. Des précisions dans ce reportage de Souleymane Sanou et Aimé Solange Djigma. Au menu des échanges à cet atelier, la 5e édition du livret Femmes et hommes au Burkina, un document élaboré périodiquement pour suivre et capter les tendances des indicateurs sur le genre et proposer un ensemble de statistiques désagrégées selon le sexe pour le besoin des politiques publiques. L'œuvre est de l'Institut national de la statistique et de la démographie avec l'appui de ses partenaires. C'est un document qui est élaboré depuis 2010 par l'INSD en collaboration avec le ministère en charge de la promotion de la femme et également des partenaires comme la coopération suédoise, la coopération danoise. Il fallait tenir compte bien sûr des nouveaux indicateurs qui apparaissent dans les politiques publiques, mais il fallait aussi tenir compte de la production qui existe afin de pouvoir donc actualiser le document. C'est un instrument qui va contribuer à améliorer la communication et la circulation de l'information statistique sexo-spécifique pour des besoins de suivi, évaluation, de coordination, de planification et d'orientation dans la prise de décision. Sans ces statistiques, on ne peut pas faire une bonne planification sensible aux gens qui va prendre en compte les besoins spécifiques et les intérêts stratégiques des hommes et des femmes des différentes catégories sociales. Donc voilà l'idée. Qui consiste à élaborer un livret homme-femme qui va contenir un certain nombre d'indicateurs à propos des hommes et des femmes des différentes catégories sociales dans tous les secteurs de développement
afin de pouvoir apprécier les niveaux des inégalités entre les hommes et les femmes, bien sûr, et d'apporter des réponses stratégiques et idoines afin de juguler ces inégalités. La diversité des compétences représentées ici est appelée donc à amender le livret en vue de mettre à la disposition des utilisateurs un document de qualité répondant aux besoins de suivi des progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Les acteurs du secteur informel décryptent les mesures prises par le président du FASO pour soutenir le secteur dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 à l'issue de la formation d'une journée initiée par l'association jeunesse du secteur informel et ses partenaires. Les acteurs demandent une prorogation des échéances de certaines mesures. On en sait davantage dans ce reportage de Urbain Benito Somé et Oumou Sissi. Ils sont aussi bénéficiaires des mesures prises par le président du FASO pour atténuer les impacts du coronavirus. Eux, ce sont les acteurs du secteur informel qui s'informent ici sur ces différentes mesures d'accompagnement et leurs implications. Dans les mesures du chef de l'État, c'est prévu de mettre 100 milliards dans les banques. Et en attendant que la loi de finances puisse mettre l'argent, il faut d'abord qu'on sache c'est quelle banque et ça sera adressé à qui. L'inquiétude pour nous, il ne faut pas que l'argent aide dans les grandes entreprises. Si c'est prévu pour les entreprises de la micro et de la CME et les femmes qui vendent les légumes, que ça soit vraiment transparent. Des mesures qui ont pour objectif la relance économique du pays et qui s'étendent du mois d'avril à celui de juin. On est un peu content d'initier cette formation pour pouvoir mieux informer aussi d'autres personnes qui n'étaient pas à mesure d'entendre les mesures. Nos recommandations, c'est de dire aux autorités de prolonger l'échéance là pour qu'on puisse mieux tirer profit. Une prolongation qui leur permettra d'amortir les difficultés économiques et sociales engendrées par la crise sanitaire actuelle. Pour une exploitation artisanale de l'or respectueuse de l'environnement, le programme de microfinancement du Fonds mondial pour l'environnement s'engage. Sous sa houlette, une trentaine d'artisans miniers ont été outillés sur la réglementation en matière d'exploitation artisanale de l'or au Burkina. La cérémonie de fin de formation avec Urbain Benito Somé et Vincent Kendrebiogo. Venus de 19 sites d'exploitation minière traditionnelle, ils reçoivent ici une formation sur la réglementation des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées au Burkina Faso. 3 jours durant, la trentaine de participants venus de Boulssa, Gawa, Kongoussi, Po et Zabré seront outillés sur les bonnes pratiques, la protection de l'environnement et la réhabilitation des sites. Nous avons actuellement 10 bureaux d'encadrement de la NEMAS qui sont opérationnels au niveau donc de la région du sud-ouest, des hauts bassins, des cascades, la boucle du Moun, du centre-ouest. Et ça permet donc de rapprocher un peu la NEMAS donc, de ces structures-là et de pouvoir donc avoir un encadrement de proximité sur les différents sites. Nous voulons à travers cette formation amener les organisations communautaires que nous accompagnons à respecter la réglementation établie par l'État. Contribuer à la promotion de l'exploitation artisanale de l'or tout en respectant l'environnement, c'est l'enjeu de cette formation. À la sortie de cette rencontre, ces artisans miniers devront désormais servir de relais auprès de leurs associations. L'environnement n'est pas ça, il ne protège pas ça, l'air, santé, ils utilisent tout. D'abord, nous, on va mettre une groupe qui s'appelle le groupe d'éveil au niveau des sites d'orpaillage, qui va vraiment réglementer le travail au niveau des sites d'orpaillage, qui va vraiment encadrer ceux qui sont là-bas. Cette session de formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs miniers sur le terrain. Elle est financée par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial au Burkina Faso. Hors de chez nous, l'Allemagne est confrontée à une recrudescence des cas de Covid-19. Un nouveau foyer important a été découvert dans l'ouest du pays où 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs. Il s'agit du rebond le plus important depuis la levée du confinement. Les 6500 employés du site ont été tous placés en quarantaine. En Allemagne, plus de 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs au Covid-19 dans la ville de Gütersloh, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les 6500 employés du site ont été placés en quarantaine.
Ce cluster a été localisé le mercredi 17 juin, lorsque 400 employés ont été testés positifs. Nous avons affaire au plus grand site d'infection. Dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie, le nombre d'infections diminue de 75% depuis le déconfinement. Mais ici, dans le district de Gütersloh, les chiffres explosent. Ceci est étroitement lié à l'industrie de la viande. Au cours du week-end, le taux de reproduction du virus est passé de 1,79 à 2,88 selon les chiffres officiels, ce qui signifie que la circulation du coronavirus s'accélère. L'usine de transformation de viande, qui emploie de nombreux travailleurs étrangers, tente de trouver des traducteurs polonais, bulgares et roumains pour expliquer la nécessité des restrictions. Localement, les habitants critiquent la gestion de crise. Ils n'avaient aucun ordre dans l'usine. Il n'y avait pas de contrôle approprié à la cantine, etc. Ils auraient dû faire mieux. Des foyers infectieux ont également été découverts dans des centres de demandeurs d'asile, parmi des travailleurs saisonniers agricoles et dans des lieux de regroupement familiaux et religieux. Henri Konan Bédié dans le starting block pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Le sujet est commun au quotidien burkinabé dans leur première parution de la semaine. Sur le retour donc du Sphinx de Daoukro, chacun y va de son analyse. La lecture croisée de Vincent Kendribugo. En Côte d'Ivoire, une candidature qui donne matière à commentaires dans la presse burkinabé. On le voyait venir, écrit l'observateur Palga, et le vieil éléphant de la faune politique ivoirienne a fini par arriver, même si c'est avec un pied cassé. Henri Konan Bédié s'est annoncé pour être investi en juillet comme candidat à la présidentielle du 31 octobre. À 86 ans, il a l'air toujours frais et avec un esprit alerte, mais est-ce raisonnable? L'Obs répond par la négative. Bédié devrait cultiver l'art d'être grand-père plutôt que d'avoir encore de telles ambitions. Le pari est risqué pour le vieux, mais hélas, vieillesse ne rime pas forcément avec sagesse, conclut le journal dans ce commentaire signé de la rédaction. La Côte d'Ivoire, otage de ses trois présidents. Un autre commentaire sur la question et c'est de la rédaction de Aujourd'hui au Faso. Une Côte d'Ivoire prisonnière de trois qui s'allient et divorcent selon les intérêts du moment alors qu'il est temps pour ces dinosaures de quitter la scène. Ceci dit, le Sphinx de Daoukro pourra-t-il renaître de ses cendres? En tout cas, il y croit dur comme fer, poussant ainsi Alassane Ouattara au bout de la tentation d'un troisième mandat après avoir annoncé Amadou Gon Coulibaly qui est plutôt préoccupé par sa santé en France, pendant que Laurent Gbagbo tente de solder définitivement ses comptes avec l'institution de la haie et de rentrer pour une ultime bataille politique, la présidentielle 2020. Allez, on peut commencer à produire les t-shirts de campagne à l'effigie du Sphinx car il est candidat, note le journal Le Pays. Les jeunes loups du parti censés barrer la route aux vieillards se sont dégonflés au finish, jurant même devant Dieu d'assurer plutôt une victoire à leur mentor. Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'homme de 86 ans à vouloir reconquérir le palais de Cocody? En réalité, Bédié n'a jamais envisagé une vie hors de ce palais et on peut avoir l'impression qu'il a agi beaucoup plus par revanchisme selon Le Pays. C'est l'ultime combat de Bédié. S'il passe, tant mieux. Il aura eu un parcours jusqu'au bout globalement nickel. Sinon, ce serait la fin cauchemardesque d'un homme politique convaincu qu'il reste la solution dans un pays qu'il a déjà gouverné. Tout compte fait, la présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire risque d'être celle des trois, les anciens et actuels présidents. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et ce sera en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.